Bonjour. Alors donc oui, on m'a dit de bien parler dans le micro. Oui, donc moi la dernière fois que j'étais dans ces murs au Forum des Images, c'était pour une masterclass autour de l'étalonnage de Peter Doyle et sur le travail de Bruno Delbonnel. Donc il y a pour moi une forme de continuité, puisque les questions posées par l'étalonnage numérique sont un peu les mêmes que celles qu'on va essayer de parcourir ensemble, à savoir la densité, le contraste, la couleur, voilà, de quoi s'agit-il et comment un opérateur donc utilise ces différentes notions dans son métier. Donc comme je ne sais pas exactement à qui je m'adresse, voilà, je tiens à préciser que je suis donc chef opérateur. C'est-à-dire que je m'occupe de l'image des films. Donc l'image, c'est d'une part le cadre, mais aussi la lumière. Voilà. Et je ne suis pas professeur, donc excusez un peu mon débit et ma manière de parler. Voilà, j'ai pas tout à fait l'habitude de parler devant des salles. Alors, quand Laurence m'a proposé donc ce cours de cinéma, j'ai immédiatement dit oui, pour la simple et bonne raison que le noir et blanc, ça a toujours été ma passion. C'est vraiment ma formation en fait au métier d'opérateur et plus précisément donc le laboratoire noir et blanc. J'habitais à Lyon et à 12 ans, je suis rentrée dans un club photo de quartier à la Condition des Soies et j'ai découvert la joie du laboratoire noir et blanc et de la manipulation du 35 mm, de la chimie, des masques, enfin on va y revenir, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste pour voilà, vous faire un petit peu un portrait de ce que je suis. Et donc c'est vraiment enfin en gros de 12 ans, on va dire à 25 ans, j'ai passé énormément de temps dans un labo photographique noir et blanc. Et je pense que c'est important par rapport à la discussion qu'on va avoir. On va essayer de voir un maximum d'images parce que c'est quand même, encore une fois, sûrement plus, en tout cas pour moi, plus fort que le langage. Et donc, j'ai choisi des extraits de films qui sont des films... là aussi, c'était intéressant comme démarche parce que tout d'un coup, revenir au noir et blanc, c'est aussi, comment dire... J'ai essayé... presque comme un jeu, comme feraient les surréalistes, ou je sais pas, de me dire quels sont les 4 premiers films qui viennent immédiatement, c'est-à-dire comme voilà, en termes de mémoire, voilà, 4 films en noir et blanc, et c'est lesquels, et voilà, c'est ceux dont je vais vous montrer des extraits. Alors évidemment, sur le chemin, il y a tout un pan du cinéma qui n'est pas là, mais en tout cas, ceux qui sont là sont très très proches de moi, c'est-à-dire c'est des films qui ont énormément compté dans mon goût cinématographique, mon plaisir cinématographique et je pense la manière dont je travaille l'image. Voilà. Donc c'était un exercice en fait assez passionnant. C'est comme revenir aux origines un peu, voilà, et au plaisir originel parce que évidemment moi je suis opératrice à une époque où on fait très peu de films en noir et blanc. Aujourd'hui, je sais que Garel tourne, ou a tourné, ou va tourner, il tourne en ce moment, ouais, avec Renato Berta, mais disons, c'est un peu la génération d'avant, c'est-à-dire c'est les opérateurs de la génération d'avant, voire même 2 générations avant moi qui ont vraiment connu le noir et blanc. Voilà. Donc, en fait, parmi les images, donc il y a le pôle film, extrait, goût, cinématographie, on va dire. Et dans les images que j'ai fabriquées, que vous allez voir, il y a des rushs en couleur d'un film que j'ai fait il n'y a pas longtemps qui s'appelle La Nuit je mens de Stéphane Battu et Tristesse beau visage, donc par lequel on va finir, de Jean-Paul Siverac, qui est en fait le seul film que j'ai eu la joie, le plaisir et le bonheur de tourner en noir et blanc dans ma carrière d'opérateur. Donc en fait, en termes de pratique, ça correspond à très peu de choses. Voilà. Mais en termes de goût et d'apprentissage, c'est énorme. Voilà. Alors, pour commencer, je pense qu'il y a une notion importante qui est que on ne voit pas en noir et blanc. Voilà. Donc c'est quand même déjà une représentation du monde, un rapport au monde, et ça crée une distance que je trouve assez passionnante.
Voilà, donc ça paraît peut-être un peu idiot ou bête à dire, mais voilà, on ne voit pas en noir et blanc. Et en même temps, moi, encore une fois, du fait de ma formation et du fait de mon apprentissage, je pense que je vois les images avant de les voir en couleur. En tout cas, j'ai mis beaucoup de temps à concevoir la lumière et mon métier par la couleur. Voilà, ça a pris énormément de temps. Je suis vraiment, justement, quelque part, je vois en noir et blanc. Alors, quand je monte des films, j'ai 2 enfants, une fille de 11 ans et un petit de 5 ans. Et quand je montre des films en noir et blanc à mon petit, il me dit « Ah oui, c'est l'époque d'avant ». Voilà, donc je trouve que c'est une expression qui est très mignonne, parce que avant quoi, avant sa naissance, avant le monde, avant quoi, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est l'époque d'avant, le noir et blanc. Alors, on va tout de suite commencer avec des images, donc, et on va lancer un extrait de La Féline de Jacques Tourneur, qui est un film fantastique, dont le chef-op est Nicolas Musuraca. Voilà. Et c'est une histoire d'amour hantée par des légendes slaves. Et la scène que nous allons voir est au bout d'1 heure de film environ, je dirais. Voilà. Et c'est... que dire c'est une femme qui, dans des états de tristesse ou de jalousie ou de... enfin, en tout cas, dans des états psychologiques particuliers, se transforme en animal. Voilà. J'en dis pas plus et puis on en parle après. Donc, c'est l'extrait numéro 1. C'est bon ? Alors, hier, je discutais avec mon frère Serge Boson des conditions de production de films comme ça. C'est quand même très intéressant parce que c'est des films qu'on appelait à l'époque des films de série B. Et donc, qui coûtait vraiment rien du tout, qui était tourné très, très, très vite. C'est un film qui a été tourné en 25 jours pour, je crois, 104 000 $. Ce qui paraît... Bon, après, il faudra avoir une échelle des budgets à l'époque, si vous voulez. Mais en tout cas, en gros, ça coûtait rien. C'était tourné très, très, très vite. Et c'est assez fou parce que pour moi, c'est vraiment un des plus beaux films de l'histoire du cinéma. Par contre, ça a rapporté énormément d'argent parce que ça a très très bien marché. Et je trouve ça intéressant parce que les conditions de production, c'est quelque chose dont on parle rarement. Et aujourd'hui, on a tendance à tourner les films vite et à s'en plaindre beaucoup. Mais en fait, sur un film comme celui-là, le travail plastique est quand même assez fou, vous allez le voir. Et par ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, les décors, comme il n'y avait pas d'argent pour les fabriquer, c'est un peu comme dans les écoles d'ailleurs, Cinéfabrique, Lou Lumière ou Fémis, en fait, c'était des décors qui servaient à d'autres films et dans lesquels Tourneur tournait. Voilà. Ça a l'air d'être bon, super.
évidemment, c'est un extrait très, très fort sur la question du rythme, du montage et du son. C'est pour ça que je tenais à ce qu'il soit sonore. Et après, pour moi, voilà, La Féline, c'est un film sur l'étrangeté, la légende, le fait de se transformer en panthère, ce qui est quand même assez rare. Et là, ce que je trouve vraiment très très magnifique dans cet extrait, c'est notamment, bon alors ça a été un tout petit peu coupé, mais ce plan d'escalier par exemple, qui est très mystérieux et en même temps d'une simplicité absolue, c'est-à-dire que voilà, en termes de composition, c'est très tranché, très net, très évident. Alors, il faut aussi qu'on parle du format du film, c'est-à-dire que donc c'est tout un pan du cinéma qui était en 1,37, donc un format carré, qui est quand même assez magnifique, qui lui aussi a un petit peu disparu. En tout cas, bon, des gens comme Gus Van Sant et tout ça l'ont un peu réutilisé, mais c'est un format que le diktat de distribution interdit. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, les financiers refusent que vous fassiez du 1,37, à part si vous vous appelez Gus Van Sant, parce qu'ils estiment que les spectateurs actuels se demandent ce que c'est que ce format. Enfin voilà, on est dans une époque des formats larges, du scope, etc. Bon, voilà. En tout cas, toujours est-il que c'est un format que moi j'aime énormément, qui se rapproche quand même un peu du format photographique, donc 24-36, qui est un rapport de 1,5, donc disons 1,66, pardon, qui est un rapport un peu rectangulaire. Et donc voilà, le plan de l'escalier, il y a ce truc de un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire c'est vraiment, si on dessine l'image, il y a un tiers de noir, un tiers d'escalier, un tiers de noir, il y a une sorte de mystère, il y a cette ombre, évidemment, parce que c'est beaucoup de la suggestion, c'est que de la suggestion, c'est-à-dire qu'en fait, cette fameuse panthère, on l'entend, on voit son ombre, mais on ne voit jamais une panthère à part dans une cage, dans un zoo, ce qui est quand même loin d'être hasardeux. Et puis ces ombres de l'eau sur le plafond, etc. Enfin voilà. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très 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 fort. Et ça me permet de parler avec vous de la notion d'artifice. Donc je disais, on ne voit pas en noir et blanc. Et moi, je pense que ce qui m'a amené au cinéma, c'est vraiment l'idée de l'artifice, de l'étrangeté, d'un monde qui n'est pas le nôtre, et de cette puissance du cinéma à vous emmener ailleurs. Voilà. Et La Féline, c'est évidemment un exemple très, très fort de ça. Donc beaucoup d'ombre, des choses très tranchées, très affirmées en lumière, des zones, des grands pans d'ombre. Et donc là, j'aimerais revenir sur deux notions qui sont pour moi très importantes et que j'ai dit que j'allais un peu développer quand je vous parlais du laboratoire photographique. C'est la notion de la densité et la notion de contraste. Alors là, je veux bien qu'on mette la charte de gris. Le 7, l'image numéro 7, c'est juste une image, mais ça va nous permettre de discuter ensemble. Voilà. Donc ça, c'est un outil de l'opérateur, la charte de gris, qui nous permet de parler donc de densité et de contraste. Alors la densité, c'est quoi? La densité d'une image, en fait, c'est le fait qu'elle soit claire ou sombre. Voilà, donc c'est quelque chose avec lequel évidemment on travaille beaucoup en étalonnage. Est-ce qu'on a envie d'une image sombre? Est-ce qu'on a envie d'une image claire? Alors là, évidemment, c'est une séquence de nuit, mais en même temps, ce qui est assez passionnant, c'est que dans la piscine, par exemple, normalement, on voit rien, puisque la lumière est éteinte, qu'elle se jette dans la piscine parce qu'elle est apeurée par le bruit. Et en fait, il y a une sorte de convention du cinéma qui est que dans la pénombre, on peut très bien voir. Et ça, moi, c'est toute la contradiction que j'aime travailler autour de la nuit et de la pénombre, c'est-à-dire jusqu'où on voit, jusqu'où on ne voit pas, qu'est-ce qu'on met en lumière, qu'est-ce qu'on met dans l'ombre. Voilà, c'est vraiment une définition de mon métier. Et évidemment que le cinéma fantastique, ce terrain-là, permet encore plus de le travailler. Et le contraste, alors le contraste, c'est quoi? C'est un peu, on va dire, un écart. Je vais essayer de prendre
Un écart donc entre le blanc. Alors bon, là il n'est pas très blanc, mais disons, on va dire que le blanc il est plutôt là que sur la charte. Mais donc une charte de gris, c'est vraiment entre du blanc absolu et du noir absolu. C'est-à-dire que là, normalement, on ne voit plus la différence entre les bords de la charte et le noir. Voilà. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une image en noir et blanc, c'est l'écart entre le blanc et le noir, et la quantité, on va dire, la gamme qui est entre le noir et le blanc peut être très étendue, comme très serrée. C'est-à-dire que vous pouvez, ce qu'on appelle une image très contrastée, c'est qu'en gros, il y a des noirs et des blancs et très peu de gris. Alors qu'une image peu contrastée, c'est une image qui a une grande gamme de gris. Voilà. Donc ça, c'est important parce que c'est technique, mais pas seulement. Je pense que c'est des choix d'images très forts. Et par exemple, je disais, il y a peu de films en noir et blanc, mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Roma de Cuarón. C'est un film en noir et blanc extrêmement doux, c'est-à-dire que justement la gamme de gris est très étendue. Voilà. Le film de Jean-Paul que vous verrez ce soir, j'espère, je vous le souhaite, mais Provincial, c'est un film où la gamme de gris, là aussi, est très étendue. Il y a une grande douceur de plage entre le noir et le blanc. La Féline, par exemple, c'est un film extrêmement contrasté, c'est-à-dire qu'il y a enfin après, il faudrait prendre plan par plan, mais il y a des très grands écarts. Voilà. Donc le contraste, c'est quelque chose qu'on travaille énormément en photographie. En photographie noir et blanc, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, il y a le contraste de la situation lumineuse. Donc, par exemple, si vous êtes en extérieur jour, en intérieur nuit, si c'est un personnage devant une fenêtre, etc., ça détermine des contrastes de lumière. Après, vous avez le contraste de l'émulsion, donc de la pellicule que vous allez choisir. Donc en noir et blanc, à l'époque, par exemple, il y avait la Tri-X, qui était une pellicule très contrastée, la T-Max, l'Ilford 400, enfin bon, peu importe. Elles existent encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs, enfin pas toutes. Mais en tout cas, voilà, il y avait une sorte de gamme d'outils du photographe et de l'opérateur, de choix de contraste. Donc une pellicule 35 mm, j'imagine que vous en avez tous déjà vu, c'est perforé, c'est en longueur comme ça, et donc voilà, cet outil-là avait un contraste qui était le sien. Donc imaginez, d'une part, le contraste de la lumière, d'autre part, le contraste de l'émulsion. Après, vous avez ce qui s'appelle le temps le développement, et donc là aussi, vous pouvez changer le contraste en développant plus ou moins longtemps le film que vous avez impressionné. Ensuite, vous obtenez un négatif. Ce négatif va dans un agrandisseur. Donc, un agrandisseur, en fait, c'est une ampoule, une optique, et au milieu, le négatif. Donc, ampoule, négatif, optique. Et grâce à l'optique, vous obtenez à nouveau une image inversée que vous allez imprimer sur un papier, qui est donc un positif. Et ce papier-là a aussi des contrastes différents. Voilà, donc en gros, à toutes les étapes, pourquoi je vous parle encore une fois de la photographie, c'est que ça va nous permettre de comprendre des choses aussi pour le cinéma, c'est qu'en fait, le contraste est une notion que vous allez pouvoir remettre en cause absolument toutes les étapes de votre métier. C'est-à-dire, au moment où vous faites la lumière, vous donnez un contraste à l'image. Au moment où vous choisissez votre caméra, vous donnez un autre contraste. Aujourd'hui encore, hein, là je parle d'argentique parce que ça permet de définir des notions, mais évidemment qu'en numérique, les questions restent les mêmes. Et donc, à chaque étape du travail, on détermine un contraste. Et une densité de l'image. Alors ça, par contre, évidemment, c'est plus partagé avec le metteur en scène. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers un film où on veut voir beaucoup? Est-ce qu'on va vers un film? Enfin voilà, sur les discussions sur les nuits, c'est beaucoup ça. C'est jusqu'où on va dans la visibilité. C'est une discussion qu'on a avec les metteurs en scène en préparation, pendant le film, et qui en général continue après le film. Voilà. Donc voilà, le contraste, c'est vraiment un écart, et pour moi, c'est un outil, un peu comme en musique, c'est-à-dire c'est un outil rythmique.
le contraste à l'intérieur d'un plan, par exemple le fameux escalier, noir, escalier avec des ombres projetées, plus sombre de la panthère et noir à droite, c'est une manière de rythmer le plan à l'intérieur du plan par le contraste du plan et par la lumière. Voilà. Donc c'est un outil assez merveilleux, le contraste et la gamme de gris. Et je pense que ça permet, alors ça c'est plus sur l'aspect pédagogique, je vais aller vite, mais en tout cas en termes d'apprentissage, c'est extrêmement important de comprendre ces notions-là pour notamment la question de la pose en photographie, enfin au cinéma, c'est comment je pose mon négatif, voilà, que ce soit un négatif numérique ou argentique. Le fait de comprendre la gamme de gris, le contraste de où je mets mon blanc, où je mets mon noir, où je mets mon gris, et dans quelle zone est mon image, voilà, c'est un outil très fort. Par ailleurs, donc pour finir avec le tirage argentique, je voudrais parler des masques. Alors, là aussi, je trouve que le terme est intéressant, le terme de masque, parce que tout d'un coup, intellectuellement, il peut vous emmener assez loin. En fait, donc, une fois qu'il y a votre négatif dans l'agrandisseur, avec vos mains, vous pouvez enlever de la lumière à des endroits et en remettre à d'autres. Donc ça, c'est le travail des masques en tirage argentique. Et en fait, c'est un travail qui est devenu passionnant grâce à l'étalonnage numérique, qui est le travail par zone, c'est-à-dire que vous pouvez décider, une fois que l'image existe, de rajouter de la lumière à un endroit, d'en enlever à un autre, et donc c'est un travail de masque au sein de l'image. Voilà, donc ça c'est un outil vraiment passionnant, et moi je suis née pile au moment, enfin je suis née, je veux dire, j'ai commencé ce métier, pardon, en argentique. Donc j'ai fait 10 ans vraiment de films de 35 mm avec un développement et un tirage positif, donc une copie 35 mm. Et ça a été la bascule vers l'étalonnage numérique. Alors je ne sais plus exactement, je dirais autour de 2006-2007. Et c'est devenu un outil qui, moi, m'a tout de suite passionné parce qu'il correspondait en fait au travail de masque que je faisais dans mon labo toute seule dans mon coin. Voilà. Donc le contraste et même la lumière quand on éclaire une scène pour moi est très proche du travail du masque en fait. C'est pareil, c'est la même idée, c'est la même manière de réfléchir, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en lumière encore une fois et qu'est-ce que je mets dans l'ombre. Alors on va enchaîner sur l'extrait de Pursued de Walsh. Donc là, le titre français c'est La vallée de la peur. Donc c'est l'extrait numéro 5. C'est un film de 1947 et le chef opérateur s'appelle James Wrong-Ho. Et moi, j'avais pas vu le film depuis 20 ans, donc c'était assez drôle quand on parlait avec Laurence, parce que c'était purement un souvenir. C'est-à-dire que je lui disais, mais il n'y a pas une scène où il y a une trappe, il n'y a pas une scène où il y a une maison. Enfin, c'était vraiment de l'ordre de la mémoire, et je trouve ça vraiment très intéressant parce que ce film, c'est un film sur la mémoire, sur l'enfance, sur un traumatisme d'enfance. Et c'est quelque chose qui est enfoui très fort et que Mitchum va essayer d'aller chercher. Parce qu'on essaye tous un peu à différents stades de nos vies d'aller comprendre quoi, le monde d'avant. Et par ailleurs, esthétiquement, moi je me souviens d'un choc absolu, c'est-à-dire chaque plan est d'une beauté, d'une richesse, d'une profondeur. Enfin, moi je me souviens que j'en avais été émue aux larmes à l'époque. Vraiment, c'est un souvenir très 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 fort. Donc je vous invite à voir ce film. Et on va lancer l'extrait. I had my eyes closed to get away from some bad dream. The same dream I've been having all my life. I've never understood. There were boots running, flashes. Daddy! Daddy! But my father wasn't there. Instead, a strange woman was lying on the floor. She crawled toward me. That was the first time I saw your mother.
Alors, par quoi commencer? Donc évidemment, la question, je vous en parlais, de la nuit au cinéma est une question qui m'a toujours passionnée, parce que quelque part, le jour pose moins de questions. C'est-à-dire, en jour, voilà, en termes de perception, vous vous rendez bien compte qu'on voit tout. Et que bon, quand il y a du soleil, il y a des écarts, évidemment, de contraste très forts entre l'ombre et la lumière. Mais malgré tout, on a une sensibilité de perception d'œil qui fait qu'on distingue assez bien les détails. Alors, la question que pour moi pose cet extrait, c'est la question de la nuit américaine. Qui a à nouveau un artifice du cinéma. Donc on a parlé évidemment du noir et blanc, du cadre, de la lumière, des ombres. Et là, ce qui est magnifique, je trouve, dans cet extrait, alors évidemment c'est un DVD, je vous invite à voir la copie 35, ou un DCP s'il existe, je ne sais pas, qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus fin sur la question du contraste et de la lumière. Mais donc la nuit américaine, c'est une astuce, on va dire, qu'ont trouvé les opérateurs pour, surtout initialement par rapport au western, en fait, où les espaces étaient tellement grands que ça les rendait complètement inéclairables. C'est-à-dire que là, par exemple, les deux cavaliers qui arrivent au loin, pour les éclairer, il faudrait une source énorme qui n'existe même pas en termes de puissance, on va dire. Et du coup, il y a eu très vite l'idée d'utiliser évidemment le soleil comme source artificielle, on va dire, et d'essayer de se rapprocher de la nuit. Alors là, je vous invite à réfléchir ensemble à ce qu'est la perception de la nuit, parce que voilà, comment est-ce qu'on voit la nuit? C'est une discussion que j'aime beaucoup avoir, moi, avec mes étudiants. Par exemple, une nuit de pleine lune. Comment essayer de réfléchir à qu'est-ce que vous voyez? Comment on le décrit? Est-ce que c'est justement en termes de contraste? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est dur? Est-ce qu'on voit beaucoup? Comment les couleurs, qu'est-ce que les couleurs deviennent la nuit? Voilà. Et là, je vais passer. Alors, par contre, je vais le lire parce que je ne serai jamais capable de dire ça sans le lire. À une question vraiment physiologique de perception, parce que je pense que c'est très important dans notre métier de réfléchir aussi à comment on voit, comment on voit et comment on interprète ce qu'on voit, puisque c'est aussi toute la question de ce métier, comment on fabrique un univers à partir de ce qui est, puisque notre matière, c'est quand même ce qui est. Et donc, j'ai retrouvé dans mes notes d'étudiante la définition de l'effet Purkinje. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Alors, ça désigne le fait que chez l'être humain, la vision des couleurs dépend de la luminosité. À forte luminosité, donc par exemple au soleil, en extérieur jour, tout simplement, ce sont les couleurs rouges que l'œil distingue le mieux, mais lorsque l'illumination diminue, ce sont les couleurs plus bleues qui sont le mieux perçues. Plus précisément, le pic de sensibilité maximale en vision photopique se situe vers... Bon, je ne sais pas si vous le lisez, ça c'est vraiment une question de longueur d'onde, etc. Ainsi, en plein soleil, les fleurs de géranium paraissent d'un rouge vif. C'est parce qu'il y avait une photo de géranium, c'est pour ça que c'est l'exemple qui est donné, mais peu importe. Voilà, en tout cas, un rouge vif sur le feuillage vert plus sombre, mais au crépuscule, le contraste de la scène semble inversé. C'est le feuillage qui apparaît plus clair que les fleurs. Donc, c'est quand même assez passionnant parce que ça veut dire que même une couleur dépend de la lumière qu'elle reçoit. Donc, encore une fois, que dépend de la luminosité. Donc, je ne sais pas si vous en étiez rendu compte, mais nous, c'est un outil très fort parce qu'on est très sensible, par exemple, au vert. Et il y a une sorte de convention au cinéma qui voudrait que la nuit soit bleue. Et en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, ça correspond à un effet physiologique qui est que dans les basses lumières, on distingue beaucoup moins bien le vert et le rouge et on est plus sensible au bleu. Voilà. Et donc, la nuit lunaire, par exemple, je ne sais pas si c'est l'idée qui vous serait venue, mais c'est vrai qu'on a souvent l'impression que c'est un peu bleuté comme atmosphère, que les ombres sont très nettes,
Et en même temps, c'est ça que moi je trouve passionnant, que c'est aussi très doux. Bon, voilà, c'est très contradictoire, hein, toujours les notions de contraste et de lumière. Et donc la nuit américaine, c'est l'idée qu'on va densifier énormément ce qui existe. Donc par exemple, là, le plan, s'il était tourné avec un diaph beaucoup plus ouvert, les chevaliers qui arrivent ou la femme qui s'en va avec les enfants, ce serait du jour, au soleil, tout simplement, mais parce que on ferme le diaph, on met des filtres de densité neutre, etc., et on expose très 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 bas et plutôt dans le bas de courbe la pellicule, c'est-à-dire plus vers les noirs, là, sur notre charte de gris, tout d'un coup, ça peut apparaître comme de la nuit. En tout cas, le cinéma permet cette convention. Voilà. Donc moi, la nuit américaine, ça a toujours été ma passion parce que c'est quelque chose que j'adore explorer. J'ai fait mon travail de fin d'études là-dessus. Et pour ceux qui connaissent mon travail, notamment avec Serge Boson, sur Tip Top, on avait fait beaucoup de fausses nuits américaines en soir, c'est-à-dire au moment du chien et loup, là, ce moment où justement la perception devient change par rapport à la couleur, etc. Vous savez, c'est un moment très bleu où il n'y a plus que le ciel, finalement, qui est clair, et plus du tout le soleil ou la lumière du jour. Et du coup, là aussi, c'est un moment très bleuté, et qu'on avait éclairé un peu comme une nuit américaine, c'est-à-dire avec une source très forte, très puissante, et qui du coup créait une sorte d'artifice complètement improbable, c'est-à-dire en chien et loup, tout est très doux, très étal, très bleu, et le fait de rééclairer comme avec, entre guillemets, un soleil, qui n'a évidemment pas la puissance d'un soleil, ça faisait une sorte de décalage voilà, qui était un peu surprenant. On m'a souvent demandé si c'était de la nuit, de la fausse nuit, de la nuit américaine, etc. Voilà. Donc là aussi, c'est un outil de l'opérateur, et c'est tout simple. Je veux dire, c'est le soleil, et on densifie très 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 fort l'image, et ça donne un effet nocturne. Voilà. Alors, on va enchaîner sur un extrait d'un film de Franju qui s'appelle Les yeux sans visage. Alors, le chef-op, c'est Eugène Schuftan, et c'est le début du film. Voilà. On en parlera après, et donc c'est l'extrait numéro 3.
le dernier plan là, est assez magnifique, là, cette sorte de marche arrière avec le regard de la comédienne. Alors, bon, là aussi, bon, c'est pas un hasard, c'est un film fantastique. Voilà, c'est le début du film, donc c'est très intriguant si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est un chirurgien dont la fille a eu un accident de voiture et qui, en fait, essaye de redonner un visage à sa fille et qui, du coup, tue des jeunes filles pour récupérer la peau, en fait, et la greffer sur sa propre fille. Donc là aussi, intellectuellement, c'est pas inintéressant sur la question du visage. On y viendra après. Alors moi, il y a 3 choses qui me frappent dans cet extrait. C'est évidemment la voiture de nuit. Alors, bon, j'ai pas pu vérifier l'information, mais je pense qu'il y a des plans qui sont tournés réellement dans la voiture et d'autres plans qui sont tournés en studio avec un autre artifice qui est une autre de mes passions et qui a aussi un très beau nom, qui est la transparence. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais le principe de la transparence, en fait, c'est que donc on met une voiture en studio dans un endroit donc noir, grand, si possible, parce que c'est très dur à éclairer, et on projette avec un projecteur, qu'il soit numérique ou argentique. À l'époque, évidemment, c'était des projecteurs 35 mm, quoi, tout simplement, une image sur un écran. Et on filme la voiture avec la transparence derrière, c'est-à-dire une autre image. En fait, c'est un mélange en direct de 2 images. C'est ce qu'on appelle un trucage. Mais en fait, c'est très, très compliqué concrètement, parce que tout d'un coup, ça pose des questions de luminosité, de la projection, et des questions de lumière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'écran soit éclairé par la lumière qui éclaire la scène. Enfin, voilà, techniquement, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais ça a aussi un effet, encore une fois, très particulier et très singulier, qui est cette chose un peu impossible de 2 images qui bougent ensemble. Alors, il y a un artifice de lumière qui est que, du coup, en studio, évidemment, on fait beaucoup bouger la lumière pour que ça fasse passer cette sorte d'artifice de la transparence. Alors, il y a énormément d'exemples dans l'histoire du cinéma de transparence assez magnifiques. Voilà, donc après, je vous montrerai un autre extrait d'une transparence que j'ai fait moi, justement, sur un film il n'y a pas très longtemps. Mais avant ça, sur Les yeux sans visage, je pense qu'il faut parler de ce plan que moi, je trouve assez fou, qui est le plan du rétroviseur, qui est vraiment un geste de mise en scène absolument sublime, parce qu'en fait, cette femme est dans cette voiture. Jusque-là, tout va bien. Elle a quand même des gants. Donc, quand elle touche le rétroviseur, là, déjà, il y a un truc un tout petit peu étrange. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle a des gants. Et là, tout d'un coup, en fait, dans le plan, elle fait apparaître, on va dire, la source du méfait, enfin, du crime. Pardon, pas la source, le résultat, le cadavre, en fait, de cette femme qu'elle va jeter à l'eau, et je trouve que c'est un plan vraiment magnifique dans son côté introductif, c'est-à-dire on va y arriver, mais par l'image. C'est l'image qui fait qu'on arrive à cette information-là. Tout n'est pas donné. Voilà. Moi, je pense que c'est un des grands gestes de la mise en scène et de la lumière. C'est là où, quelque part, on partage nos outils avec les metteurs en scène, c'est de ne pas tout donner en permanence, tout le temps, à voir. Et donc de laisser des zones d'ombre, de suggérer des choses. Et voilà. Donc il y a ça. Il y a la lumière, évidemment, des phares, qui devient une source de peur pour elle, puisque c'est évidemment la possibilité d'être découverte, la possibilité que ce soit des flics, enfin des policiers. Donc voilà, il y a cette sorte de tension liée tout d'un coup aux phares qui arrivent et qui passent devant elle, que je trouve très belle. Et je voulais aussi quand même parler du costume, parce qu'on parle beaucoup de lumière, de contraste, etc. Mais évidemment, ce qu'on filme, c'est aussi quand même justement des décors, des costumes, des êtres humains. Et là le manteau est quand même assez fou, parce c'est une sorte de manteau en cuir extrêmement... Enfin, en cuir, j'en sais rien, mais très, très, très brillant.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça, c'est parmi les choses qui sont très importantes en lumière, qui sont de réfléchir avec tous les autres postes en fait, du cinéma à ce qui prend ou pas la lumière. Parce qu'en fait, tous autant que nous sommes dans la salle, nous ne prenons pas la lumière du tout de la même manière. Et les matières d'un costume vont prendre la lumière d'une certaine manière, d'autres vont l'absorber. Enfin voilà, donc il y a toute cette question de comment la lumière est renvoyée par les éléments du monde qui évidemment fait partie de nos outils. Donc la transparence, j'en avais fait moi sur un film de Laurent Perrault, un téléfilm pour Arte, et là donc j'en ai fait sur le film que je viens de tourner avec Stéphane Battu, qui n'est pas du tout fini. Alors je le remercie parce qu'il m'a autorisé à vous montrer des images un peu en exclusivité, et pourquoi je trouvais ça intéressant de l'insérer dans notre discussion, c'est que justement c'est un film extrêmement c'est un film fantastique. Donc, par rapport à ce qu'on... Voilà, la féline, les yeux sans visage. C'était important. Et par ailleurs, je pense que c'est le premier film dans mon parcours où j'assume vraiment totalement la couleur comme étant, alors c'est dit un peu pompeusement, mais un vecteur de contraste. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est un film où je me suis vraiment, on va dire, un petit peu lâchée sur les couleurs, j'ose le dire. Jusque-là, encore une fois, j'étais beaucoup dans la lumière, dans les visages, dans tout ce dont on parle depuis le début. Et pourquoi ? En fait, c'est aussi lié, alors c'est là où c'est intéressant, nos métiers, c'est que c'est aussi souvent des avancées technologiques, en fait, qui font qu'on va à un endroit où on n'était pas obligatoirement allé avant. Avant, en fait, la couleur, ça se travaillait, donc il y a des projecteurs au cinéma, et on mettait ce qu'on appelle des gélatines de couleur. Donc il fallait choisir la gélatine, il fallait réfléchir avant à où on allait mettre quelle couleur, et une fois que quelque part la lumière était faite, le plan lumière était fait, c'était assez compliqué de changer une gélatine, parce que chaque gélatine a un degré d'absorption de la lumière différent, donc du coup tout d'un coup tous les niveaux lumineux changeait si on changeait une gélatine, etc. Et en fait, il y a un nouvel outil qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, je dirais il y a 2-3 ans, pour les opérateurs, qui est donc le LED, des projecteurs à LED, mais surtout des projecteurs qui sont RVB, donc qui ont les 3 couleurs intégrées, et du coup, en variant sur les différentes courbes de ces 3 couleurs, vous pouvez changer la couleur sur un même projecteur. Donc tout d'un coup, c'est un outil pour... Enfin, moi, je sais que c'est un cadeau du ciel. C'est-à-dire que l'idée que sur un même projecteur, on puisse faire un bleu très profond, un rouge... enfin bref, toute une gamme colorée, et surtout changer d'idée et changer d'avis. Parce que moi, je crois beaucoup que c'est un travail où on peut anticiper énormément de choses, faire des plans lumière, réfléchir avec les metteurs en scène, etc. Mais il y a quand même le petit réglage de dernier moment, d'éteindre par exemple une source, ou justement ce que je vous décris, à savoir changer la couleur, qui tout d'un coup fait que la lumière devient vraiment organique et devient vraiment intéressante. C'est-à-dire que moi, quand je règle la lumière, je regarde tout ce qui se passe. Dès qu'un électro allume une lumière, même complètement déréglée, vers le sol, vers le plafond, n'importe quoi, je regarde ce que ça donne. Parce qu'en fait, on est aussi dans des logiques un peu d'efficacité, d'avoir une idée, de la mettre en œuvre et de s'arrêter là. Et je pense qu'en fait, si on s'arrête là, ça n'a aucun intérêt ce qu'on fait. Alors que si c'est à cet endroit-là précisément qu'on continue à questionner tous nos choix, là, il peut surgir des choses. Voilà. Donc ces projecteurs ont vraiment changé ma manière d'envisager la couleur et du coup m'ont permis une liberté sur ce film que je n'avais pas avant. Et par ailleurs, ce que je tiens à préciser aussi, c'est que moi, je travaille beaucoup les niveaux au dernier moment. Enfin, comment dire, la lumière, c'est des contrastes, donc on l'a dit. Et c'est aussi des niveaux lumineux, c'est-à-dire un endroit est plus clair, un autre est plus sombre. Donc chaque projecteur donne de la lumière et on règle son niveau. Alors il y a 2 manières de régler le niveau d'un projecteur. Soit c'est un projecteur tungstène et il est sur ce qu'on appelle un dimmer, c'est-à-dire on diminue la lumière, on en met plus ou on en met moins. Le problème d'un dimmer, c'est que du coup la lampe chauffe et devient rouge.
Donc voilà, moi je suis pas très dimmer parce que ça change la couleur justement, ce qui n'est plus le cas sur les projecteurs LED. Soit on met des gélatines qui s'appellent des neutres ou des tarlates, peu importe, mais qui permettent de diminuer la lumière. Et moi, dans ces derniers ajustements lumineux, ce qui est très important, c'est les rapports entre les niveaux. Voilà. Et donc là, tout d'un coup, avec ces projecteurs, c'était pas seulement le rapport entre ces niveaux, donc la quantité de lumière produite par le projecteur, mais aussi le rapport entre les couleurs. Et là, tout d'un coup, ça devient vraiment passionnant de pouvoir au dernier moment, et en plus, c'est des outils qui sont dirigés par un iPad, c'est-à-dire qu'en fait, l'électricien peut être à côté de vous, et vous pouvez régler un projecteur qui est à 200 mètres, enfin, j'en rajoute peut-être 100 mètres, et dire je vais le mettre en rouge finalement, ou en bleu, ou en cyan, enfin voilà, toute la gamme colorée. Donc en étant dans l'axe de la caméra, donc en voyant très bien l'effet que ça produit. Voilà. Donc j'insiste un peu, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est une avancée technologique qui permet tout d'un coup de réfléchir la couleur de manière plus libre, plus immédiate, et de pouvoir changer d'avis. Ce qui est pour moi assez important, en fait, y compris et sur les niveaux lumineux et sur la couleur. Voilà. Que dire de plus? Donc, le film s'appelle La nuit, je mens. C'est des rushs. C'est du DCP, enfin. On sort du DVD. Donc, c'est la qualité, on va dire, finale du film. Et voilà, on en parle après. C'est une transparence, donc. C'est des rushs étalonnés, c'est-à-dire, comme vous le voyez, c'est quand même assez fini, c'est-à-dire que c'est très proche de, si jamais vous allez voir le film, de ce que vous verrez, c'est-à-dire c'est pas l'image brute, c'est pas le négatif, entre guillemets. C'est un film sur lequel on a beaucoup cherché avec mon étalonneuse ce qu'on appelle des luttes, c'est-à-dire un rendu d'image de contraste, de couleur et de densité, justement, avant de tourner. Donc dès les rushs, en fait, il y avait de la couleur qui était posée dessus. Et ce qui est assez marrant, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai rigolé parce qu'il y a une mire de bar, en fait, qui apparaît dans la projection à la fin de l'extrait, parce que voilà. Alors, donc, je vous réexplique le système pour que ce soit bien clair. Donc, encore une fois, il y a une voiture et une projection, mais là, la particularité, c'est qu'il y avait deux projections, en fait. Il y avait une projection arrière, pour la fenêtre arrière, puisque le plan, en fait, là, on est comme ça, le personnage est à l'arrière, et donc on voit à travers l'arrière, et on voit aussi le côté. Donc c'était un peu plus complexe, parce qu'on avait deux écrans, donc c'était encore plus compliqué à éclairer, etc. Personne n'y croyait, c'est-à-dire c'était assez drôle, parce qu'en préparation, j'ai eu cette idée, parce que, c'est important de le préciser, j'avais les axes très très précis dans la voiture
dans lesquels on allait tourner, donc j'ai vraiment pu, c'était storyboardé, enfin tout ça c'est énormément de préparation évidemment, c'est pas, ça s'improvise pas, c'est très compliqué, c'est très cher en plus, un studio, de la lumière, etc. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire en improvisation. Et donc on avait beaucoup réfléchi au système, et c'est moi qui avais proposé la double projection, et en fait le dire prod me disait, j'en ai parlé à plein de gens, ça va jamais marcher, je sais pas pourquoi tu veux faire ça, ça a jamais été fait, ça n'a aucun intérêt. Enfin bon, il a été très dur, mais parce que je pense qu'aussi, justement, ça coûtait tellement cher que la pression montait. Et en fait, je le raconte parce que c'était assez émouvant, parce que le soir donc, où on a fini de tourner le studio, il m'a dit bravo, je suis très impressionnée, ça marche extrêmement bien, etc. Donc voilà, c'était rigolo parce que c'est une sorte d'hypothèse que j'avais fait toute seule dans ma chambre devant une feuille blanche, et tout d'un coup de la mettre en œuvre. Alors que justement la pression est quand même très forte sur un opérateur, sur l'économie, c'est-à-dire que c'est bien beau d'exiger ce genre de choses, mais ça coûte très cher, 2 projecteurs, un écran, un studio, etc., etc. Voilà, mais moi j'y croyais très fort, et par ailleurs j'ai eu l'idée en fait d'éclairer ce qu'on appelle les pelures. Alors les pelures, c'est les images qu'on projette. Donc là il y avait encore une fois deux projections, et donc c'est des images qu'on tourne avant de tourner le studio, puisqu'encore une fois, il n'y a aucun effet de post-production, hein, c'est vraiment en direct. On tourne, c'est un mélange de 2 images en direct. Et du coup, j'avais, pour pousser l'artifice, comme je savais que j'allais éclairer cette scène particulièrement, qui est une scène de bascule dans le film, où le personnage est passé du côté des morts pour aller vite, même si c'est intriguant et que je ne vous en dirai pas plus. Je savais que j'allais éclairer de manière très très colorée, très très artificielle. Et je me suis dit, le problème, c'est que ce qu'on va voir, ce qu'on va filmer avant, en fait, ça va être extrêmement terne et extrêmement normal, parce que ce sera de l'extérieur nuit non éclairé. Et donc c'est des plans qu'on fait enfin voilà, en voiture, on filme le pont, on filme la rue, on filme tout ça, et je me suis dit il faut que j'éclaire les pelures, en fait il faut que j'éclaire et qu'il y ait déjà de la couleur qui surgisse dans ce qu'on filme, et qu'elle ne vienne pas que après, parce que j'avais trop peur d'un décalage, justement, c'est pour ça que j'insiste un peu, entre quelque chose de très réaliste et quelque chose de très artificiel. Donc en fait, ce qui m'a permis de fusionner l'artifice et le réalisme, c'est d'éclairer donc les plans voitures. Donc en fait, tous les premiers plans sont éclairés en bleu sur le côté et en rouge à l'arrière. Et après, bon, évidemment, il y a aussi du repérage, du choix de décor. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un pont qui est éclairé en bleu là, près de Crimée. Donc là aussi, c'était très fort. Il s'est trouvé, heureux hasard du moment du tournage, qu'une voiture de flic nous a poursuivis. Du coup, j'avais en plus les gyrophares, donc ce qui était magnifique en termes d'artifice, bleu et rouge. En plus, c'était les couleurs que j'avais choisies. Donc, enfin voilà, bon, ça c'est les joies du cinéma. C'est justement les heureux hasards qui surgissent au dernier moment. Et par ailleurs, donc, l'invention, on va dire, en direct, en fonction de mes pelures, donc en fonction des images que j'avais filmées, je pouvais éclairer, évidemment, le personnage et essayer qu'il y ait une correspondance entre les effets lumineux sur l'extérieur et les effets lumineux sur lui. Voilà. Et c'est ce que permet, donc, encore une fois, la transparence, que ne permet pas du tout le fond vert, parce que j'ai aussi fait des voitures sur fond vert, et en fait, le problème du fond vert, c'est que la lumière, vous la fabriquez en studio, donc par définition, elle est artificielle, mais surtout, elle n'est pas connectée à ce qui va être après incrusté, c'est-à-dire que les pelures qui vont être incrustées en fond vert, elles sont souvent très différentes en lumière de ce que vous avez fait en studio, et du coup on n'y croit pas en fait. Il n'y a pas justement ce que moi je trouve super dans la transparence, qui est une sorte de quelque chose de très organique entre la lumière que vous fabriquez en studio et ce qu'on voit à travers la voiture. Voilà. Alors, excusez-moi, je relis un petit peu mes notes. Je parle trop vite, non? Ça va? Moi, c'est bien parce que je pense qu'on va avoir le temps un peu des questions, pour le coup, finalement. Alors, tac à tac. Ah, voilà. Et donc, on arrive à ce sujet qui pour moi, est très central. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, qui est la question du visage.
et de la photogénie, on va dire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, au cinéma, on filme des décors, on filme des matières, des tissus, etc. Mais le centre de ce qu'on filme, c'est quand même souvent le visage. Et le visage, c'est donc la peau. Et la peau, donc c'est intéressant d'essayer d'y réfléchir parce que je pense que c'est un des grands enjeux de la couleur. Et que quelque part, la photogénie en noir et blanc était plus facile. Alors pourquoi ? Donc un visage, encore une fois, c'est de la peau. Et donc, on va dire, on a tous un grain de peau différent. Donc le grain, c'est comme un peu le grain photographique. C'est une texture. Voilà, on a tous une texture de peau différente. On a tous évidemment une couleur de peau différente. Et on prend la lumière, encore une fois, alors là c'est peut-être plus intéressant d'en parler plus précisément, de manière très différente. C'est-à-dire que si vous mettez un projecteur là, comme ceux qui sont là, sur quelqu'un, et que vous mettez après quelqu'un d'autre, vous verrez que tout d'un coup, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi ? Parce que le visage, c'est un volume, et la manière dont les yeux sont plus ou moins enfoncés, dont le nez est plus ou moins saillant, dont les pommettes sont plus ou moins saillantes, etc. En fait, c'est comme la sculpture, finalement. Le visage, c'est vraiment... Enfin, le rapport lumière-visage, c'est vraiment comme de la sculpture, c'est-à-dire que c'est des volumes, et donc qui prennent ou qui arrêtent la lumière d'une certaine manière, et du coup, une direction de lumière se cherche avec un visage, en fait. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup essayer en amont des films. C'est vraiment, avec les acteurs, d'essayer de comprendre comment comment la lumière fonctionne sur un visage. Voilà. C'est très concret et en même temps c'est assez infini comme recherche. C'est-à-dire que ça fait quand même 20 ans que je fais ce métier et ce qui fait que justement il est un peu renouvelé en permanence, c'est que les visages changent en fait, les visages que j'ai devant ma caméra. Et c'est un des plus grands plaisirs, très honnêtement, de l'opérateur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, Félicité d'Alain Gomis, mais c'est, par exemple, une actrice que j'ai adoré filmer récemment. Et j'avais l'impression que c'était toujours changeant, quoi. Voilà. Et je vous invite donc vraiment à... C'est une expérience assez passionnante d'essayer de comprendre comment on éclaire un visage, comment on le rend beau. Parce que pour moi, la photogénie, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose que le cinéma se doit de magnifier. C'est vraiment le visage de l'acteur. Et par rapport à ça, je peux vous raconter une expérience qui m'a beaucoup frappée, humainement, intellectuellement et personnellement, qui était que pour le film de mon frère, donc Tip Top, j'avais filmé Isabelle Huppert, qui est quand même un visage qu'on connaît en tant que spectateur, qu'on a vu dans énormément de films, qu'on aime, enfin voilà, c'est quelqu'un de très important, on va dire, pour le cinéma. Et donc j'avais fait des essais et elle est très dure, enfin elle est réputée pour être très dure sur sa propre image et sur la lumière. Et donc elle m'avait convoquée au labo et en fait on n'était que toutes les deux. Elle avait refusé que Serge soit là. Enfin il y avait personne d'autre dans la salle. Et moi évidemment j'avais très peur et j'étais à côté d'elle et en fait je la regardais à côté de moi. Donc elle était éclairée par la lumière de la projection et je regardais son visage tel que je l'avais filmé dans les essais. Et je me disais, mais c'est pas la même personne. Enfin, il y a un rapport entre la personne qui était à côté de moi et celle que je voyais filmer très étonnant. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression de quelque chose de très schizophrénique. C'est-à-dire que... Et pourquoi ? Parce que je pense que la caméra, la lumière, tous ces outils dont on parle depuis le début, densité, couleur, contraste, etc., sont là, encore une fois, pour... amplifier quelque chose, voilà. Ce quelque chose, j'aurais du mal à le décrire, mais une présence, une énergie, une forme de vie, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais
en tout cas, voilà, je pense que c'est un des outils. C'est pour ça que moi, je suis très, très contre le diktat actuel qui voudrait qu'on n'éclaire pas. Et quand c'est la première chose, quand je rencontre un metteur en scène, quand il commence comme ça, en général, c'est très mal parti. Parce que éclairer, c'est magnifier. Et quelque part, si on n'a pas cet outil-là pour magnifier un visage, je ne sais pas faire. Et personne ne sait faire. Mais en tout cas, pour revenir au visage, voilà, comment dire, encore une fois, cette expérience-là avec Isabelle Huppert, c'était vraiment de se dire, finalement, il y a un pouvoir du cinéma, il y a une amplification de la présence qui est quand même très, très mystérieuse, quoi. Et je pense que n'importe quel acteur est beaucoup moins impressionnant dans la vie qu'au cinéma. Et il est comme vous et moi, c'est-à-dire que non éclairé, dans des lumières... enfin voilà, un visage n'a pas l'intérêt qu'il a tout d'un coup quand il est agrandi aussi. C'est quelque chose dont on parle rarement, mais c'est aussi une violence, je pense, pour les comédiens. On n'a pas, nous, cette expérience-là de se voir sur un écran de 10 mètres de diagonale. C'est très, très fort. Et donc, pour moi, il y a, depuis toujours... c'est Bulogier qui m'avait dit ça quand j'avais tourné avec elle, avec Jean-Paul Sivirac d'ailleurs. On avait tourné ensemble et elle m'avait dit, mais Céline, tu te rends compte de se voir en grand, c'est horrible. En fait, elle a jamais de sa vie, elle a toujours détesté se regarder. Et c'est vrai que moi, ça a été important qu'elle me dise ça parce que du coup, j'ai toujours eu une sorte de, comment dire, de regard très protecteur pour les acteurs, pour justement essayer de les sortir de cette violence-là, enfin en tout cas les sortir ponctuellement de cette violence potentielle de l'après. Mais une manière de les rassurer, c'est aussi justement de les regarder et de les éclairer. Voilà, ça fait partie des outils. Alors, les visages, j'en arrive à ce film qui est pour moi un des plus grands films du cinéma. Qui est donc Gertrude de Dreyer. Alors attendez, ah mince, ah voilà. Le chef-op donc s'appelle Henning Benson, je ne sais pas si je le dis bien. C'est un film de 1964. Et pour moi, il y a vraiment, alors là, petite parenthèse un peu féministe. Voilà, pour moi, c'est un des plus beaux portraits de femmes du cinéma. Pour moi, il y a 3 films qui décrivent magnifiquement un personnage féminin. Il y a Le Val Abraham d'Olivera, La règle du jeu de Renoir et Gertrude. Voilà. Alors là, c'est une scène où elle s'est toujours refusée à son amant, et c'est la scène de la bascule sensuelle. Voilà. Et donc c'est l'extrait numéro 2. Livet en lang, lang kæde af drømme, der glider over i hinanden. Og munden, du talte om? En drøm. Og munden, du søgte? Også en drøm. Spil. Hvad skal jeg spille? En nocturne. Debussy's? Din egen.
Bon, à nouveau, voilà, la nuit, la pénombre. Alors, ce que je trouve très frappant, mais qui est lié pour le coup vraiment à une manière de diriger les acteurs, c'est ce plan complètement fou où elle part dans le vide, en fait. Elle regarde la lumière presque. Il y a un truc un peu divin où elle a les yeux vers le haut. Donc moi, comme c'est mon métier, je sais où est le projecteur et je vois le projecteur. Et j'ai presque l'impression qu'elle le regarde. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous verrez jamais dans un film contemporain d'une actrice qui ne regarde pas la personne à qui elle parle et qui en fait définit quelque part son idéal amoureux et qui parle, je sais pas, à un autre, en tout cas pas à celui qui est là. Donc voilà, il y a quelque chose d'une grande beauté là-dedans. Évidemment, la suggestion finale du corps qui se déshabille, l'ombre. L'extinction de lumière aussi, que je trouve vraiment très belle, qui a lieu sur lui, pour le coup. C'est-à-dire que c'est l'invitation, elle est là, elle est dans l'extinction de lumière, il est au piano, on le sent sur son visage, et il se retourne et il y va. Donc c'est quand même vraiment une lumière qui écrit l'histoire, quoi, le plan, le film. Et après, je pense que c'est important de parler de la précision de la place du visage dans la lumière, parce que par exemple le plan où lui est profil à ses genoux et elle donc est debout, il y a vraiment deux projecteurs qui éclairent le visage de l'un et de l'autre, et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a vraiment une ombre en haut de son visage. Donc c'est des projecteurs très spécifiques qui s'appellent des Fresnel, c'est-à-dire c'est une lentille qui est celle des phares pour les bateaux. C'est une lentille qui permet de focaliser énormément la lumière, c'est-à-dire au lieu d'avoir une source qui éclaire un peu tout très large, le Fresnel permet, en plus il y a une fonction qui s'appelle spotter ou flouder, c'est-à-dire de serrer vraiment, il faut imaginer un faisceau quoi, de lumière. Et donc là, l'ombre qu'elle a au-dessus du... Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si elle est 10 cm au-dessus, ses yeux sont plus dans la lumière. Si elle est là, ses yeux sont dans la lumière. Et si tout d'un coup, elle se décale de 20 cm, comme moi, du micro, à gauche, elle n'est plus dans la lumière. Donc là aussi, c'est quelque chose dont j'avais beaucoup parlé avec mon frère. C'est tout un pan du cinéma, mais c'est aussi lié à des positions, en fait, d'une technicité absolument folle. C'est-à-dire que la lumière de studio, le Fresnel, c'est des zones de lumière dans lesquelles on est ou pas. C'est-à-dire il n'y a pas le choix, il n'y a pas un Fresnel, on est dans le faisceau ou on est à côté. Il n'y a pas... voilà. Donc c'est quand même des manières de fabriquer la lumière qui sont devenues très difficiles, que moi j'ai beaucoup essayé sur mes débuts, que j'ai pu mettre en œuvre avec Jean-Paul, parce que Jean-Paul est quelqu'un qui dirige les acteurs physiquement très fortement. C'est-à-dire que justement Jean-Paul, il est capable de dire à quelqu'un, lève un peu les yeux, en fonction de la lumière que je vais faire. C'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé, ça c'est marrant, avec d'autres metteurs en scène. Mais Jean-Paul, il est d'une précision sur le rapport lumière-visage, parce qu'il est très sensible, tout simplement, je pense, à la lumière et à l'aspect plastique d'un visage. C'est le seul metteur en scène qui pouvait dire à un acteur, alors bouge la tête un tout petit peu à droite, reviens, lève les yeux, un peu plus haut, un peu plus bas, ok, bon bah tu feras le plan comme ça. Voilà, donc c'est très particulier. Voilà. Mais en tout cas, c'est important de dire que c'était une manière d'éclairer extrêmement précise, extrêmement tranchante et extrêmement pointue. Voilà. Et moi, c'est vrai que c'est un peu, là, encore une fois, là d'où je viens, et un vrai plaisir d'éclairer comme ça. Mais c'est un outil qu'on utilise de plus en plus rarement, le Fresnel, en fait. Par exemple, les sources LED, c'est des sources très, très larges, qui sont d'ailleurs très difficiles à focaliser. Mais voilà, c'est vraiment une logique de studio, de contrôle, sans lumière naturelle du tout, sans de soleil qui bouge, etc. etc. C'est quelque part une autre époque du cinéma. Je dis souvent à ma fille, moi, que je regrette de ne pas être née une génération avant pour avoir été chef-op dans le cinéma, justement, des années là, de tout ce qu'on regarde, 40, 50, 60, et en même temps,
Enfin, 60, non, plutôt, c'est quand même un peu avant. Et en même temps, je lui dis toujours en rigolant que de toute façon, j'aurais pas été opératrice, puisqu'il n'y avait aucune femme opératrice. Donc finalement, il n'y a pas de regret à avoir. Alors, donc, c'est un petit peu présomptueux. Je le savais que l'enchaînement serait un petit peu délicat. Alors, soit on passe un petit peu à des questions, soit on passe au film de Jean-Paul. On est un peu entre deux, là. Ouais, ça risque enfin, sauf si vous avez... alors, ce qui est un petit peu présomptueux, c'est de passer de Gertrude au film de Jean-Paul, mais en même temps, bon, faut oser. En tout cas, donc, pour l'introduire, j'ai fait exprès de finir sur la question des peaux, des visages, etc., parce que c'est un film qui est une commande, et la commande, c'était le portrait, justement. Et donc on a décidé avec Jean-Paul de tourner en noir et blanc. Alors c'est en 2003, donc c'est une période un peu étrange parce qu'on aurait pu tourner en 35 mm noir et blanc, mais on n'avait absolument pas l'argent. C'était un court-métrage, je ne me souviens plus exactement des conditions de production, mais en tout cas on ne pouvait pas tourner en 35, c'était trop cher. Et les caméras numériques n'existaient pas encore. Donc c'est une époque en fait où on faisait des films en analogique, c'est-à-dire sur des cassettes. Alors, j'ai appelé mon assistante de l'époque hier pour savoir quelle était la caméra. J'avoue qu'on n'a pas retrouvé, mais c'est un genre de Betanum, DVC Pro 50. Enfin voilà, c'est des formats, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, c'était kinescopé. Donc, c'est quand même une copie 35. Mais je tiens à dire que ce n'est pas tourné en 35 mm, c'est tourné en vidéo, ce qu'on appelait la vidéo à l'époque. Et vous allez voir que la question du visage a une importance non négligeable. Ouais, on pousse la table. Et du coup, désolée pour les questions, hein, je pensais qu'on aurait le temps, mais... Sois calme, sois docile. Ce que je veux. Laisse-moi caresser ta joue et tes cheveux. Laisse ma main par cœur apprendre ton visage. Merci beaucoup à tous. Merci.